Le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Notre territoire en vie avec Eric, Pierre-Emmanuel et Bernard, avec notre invité Sébastien Bourdin, professeur à Rouen. Nous allons parler maintenant de transition alimentaire et donc on va laisser la parole à Eric. Là, qu'est-ce que l'on entend par transition alimentaire? Eric, tu as la parole pour dialoguer avec Sébastien. Oui, bonjour Sébastien. Donc, pour un peu débuter, je voudrais un peu reprendre aussi un peu ce dont nous avons discuté un peu la semaine dernière autour des transitions énergétiques, parce que on parle alimentation, transition alimentaire, on parle aussi production de biomasse, comme tu l'as dit, en économie circulaire, la biomasse est vue comme un peu une source importante pour l'alimentation humaine, des animaux, mais aussi pour la production d'énergie, mais aussi pour la production de matériaux comme on peut prendre le lin en Normandie, qui est une fibre importante pour un peu soit la confection de vêtements, mais aussi aujourd'hui pour dans certains matériaux, disons les fibres de lin sont utilisées comme éléments pour rigidifier ou en tout cas pour rendre plus solide un peu des matériaux. Une première question. Est-ce que la Terre pourrait produire suffisamment de biomasse pour nourrir tous les êtres vivants et aussi pour produire un peu de l'énergie et un peu des matériaux? Est-ce que parce qu'il y a des articles ou des positions différentes sur ce point-là. Certains disent que la Terre pourrait très bien faire les deux. D'autres disent que non, c'est pas possible, la Terre est finie et donc on peut pas tout produire. Quel est ton point de vue sur ce sujet? Alors, est-ce qu'on peut nourrir et produire de l'énergie en même temps? C'est le gros sujet et très clairement, j'ai plutôt tendance à dire que non et que c'est un équilibre qui est très difficile à trouver. Alors, d'une part, la biomasse, donc que ce soit le bois, les résidus agricoles, les cultures dédiées, etc., c'est vu comme une solution pour produire de l'énergie, donc ça c'est clair, la méthanisation en fait partie. Mais la Terre ne peut pas tout produire. Il faut nourrir 8 milliards d'humains. Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'Afrique, il y a 1,2 milliard d'habitants en Afrique. D'ici à 2030, donc dans 5 ans, il y aura 2 milliards d'habitants. Donc on aura 800 millions d'habitants supplémentaires rien qu'en Afrique, parce qu'il y a la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Il va falloir faire un choix entre nourrir ou produire de l'énergie. Et produire et nourrir, c'est pas seulement nourrir les habitants, c'est aussi fournir des aliments pour l'élevage, qui va nous aider justement ensuite nourrir les habitants. Donc en fait, on voit bien que il y a de la biomasse qui est en ressource finie, même si c'est renouvelable, mais c'est fini à l'échelle de la planète, et qu'il y a de la concurrence sur cette ressource. Qu'elle soit sur l'énergie, sur nourrir les hommes et nourrir les bêtes qui vont nourrir les hommes ensuite. Donc, le FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, elle met en garde contre la compétition entre culture alimentaire et énergétique, et d'ailleurs invite d'abord à favoriser la culture alimentaire et ne pas aller vers la dérive de je cultive des cultures qui vont servir ensuite à produire de l'énergie. Et là, ça serait dramatique parce que c'est pas l'objectif premier de la méthanisation. Merci pour cette position qui est intéressante et je pense que oui, la Terre est finie, donc elle ne peut pas tout produire au niveau biomasse. Et donc ça, je pense que c'est un élément important à avoir en tête. Après, pour continuer un peu cet échange, donc au niveau du Conseil de développement, on s'intéresse à tout ce qui est transition agroécologique et alimentation durable. Donc on lit bien agriculture et alimentation. Donc dans ce cadre-là, comment dirais-je, est-ce que, et pour revenir sur l'économie circulaire, est-ce que la dimension un peu méthanisation, donc transformation de déchets agricoles
de déchets agricoles et de déchets un peu alimentaires, et une pertinence, faut-il un peu la cantonner uniquement au traitement de ce type de matière, ou voilà, quel est un peu ton avis sur un peu la méthanisation, qui est quand même assez importante en Bretagne, en Normandie, je ne sais pas, mais en Bretagne, je crois qu'on est la deuxième région pour le nombre de méthaniseurs, on en a une centaine. Non, là aussi, encore une fois, il faut réinsister en disant que il faut d'abord produire pour nourrir et pas produire pour faire de l'énergie. Et que une fois qu'on a dit ça, il faut se dire que la biomasse qui est disponible, donc comme je l'ai dit, c'est une biomasse qui est disponible notamment sur les déchets agricoles. Ça doit bien être de la biomasse issue des déchets agricoles et pas une biomasse qui serait produite uniquement en vue de produire de l'énergie. Et donc il y a aussi en Bretagne beaucoup d'industries agroalimentaires qui produisent aussi beaucoup de déchets. Et donc ces déchets-là, par contre, eux, peuvent être effectivement utilisés pour produire de la méthanisation, pour produire du biométhane. Mais en tout cas, il faut vraiment trouver cet équilibre et il faut pas se tromper en tout cas de sujet et bien remettre au centre l'idée que la production agricole, c'est d'abord pour nourrir les hommes. Un peu pour revenir sur les méthaniseurs, on parle toujours de la production de méthane, mais donc comme tu l'as dit dans la première séquence, un méthaniseur, ça produit un peu des gaz par fermentation, par digestion anaérobie, mais ça produit aussi un digestat, et ce digestat, il est riche en constituants, en minéraux qui peuvent être utiles pour les plantes. Et donc, quand on parle de transition agroécologique, est-ce que ça peut être un élément, une direction de valoriser un peu de ces digestats pour les utiliser comme des engrais, entre guillemets, naturels? Oui, là justement, on voit l'intérêt du lien entre sciences humaines et sociales et sciences vivantes, sciences dures. Là, on a travaillé avec des collègues de l'INRAE à l'université de Caen et on a travaillé spécifiquement sur le digestat. Donc, nous, en sciences humaines et sociales, on a travaillé sur l'acceptabilité de l'utilisation du digestat par les agriculteurs, tandis que les collègues de l'INRAE ont travaillé sur le digestat comme un résidu organique issu de la méthanisation, donc qui peut potentiellement servir d'amendement et de fertilisant. Et leur étude visait à analyser quels étaient les avantages et les risques d'utiliser ce digestat. Le digestat est effectivement riche en matière organique stabilisée, donc ça améliore la structure des sols. Donc on a des nutriments essentiels comme de l'azote pour favoriser la croissance des plantes, phosphore pour le développement des racines et puis du potassium pour la résistance aux cultures. Donc il a des avantages indéniables et peut se substituer aux engrais chimiques. Après, dans les risques, se pose le problème de saturation des sols en azote. Donc si l'épandage est mal maîtrisé, le risque de pollution des nappes phréatiques, il existe. On peut avoir aussi des présences de contaminants comme des métaux lourds, des résidus de médicaments vétérinaires, des pesticides, etc. Ça peut aussi jouer. Et puis des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote, lors de l'épandage, qui là aussi contribue au changement climatique. Donc, il y a aujourd'hui des normes strictes pour éviter la contamination des cultures. Il y a un épandage de ce digestat qui est limité dans certaines zones sensibles, justement pour protéger les eaux souterraines. Et puis, tout ça, c'est très réglementé aujourd'hui. Donc, l'usage du digestat, il est vraiment soumis à des réglementations et des plans d'épandage très précis. En tout cas, ça peut être une solution, très clairement, ouais. Ouais, tout à fait. Et je pense encore au niveau un peu de la recherche, de l'expérimentation, mais le digestat, on peut, comme on le fait pour le lait, le fractionner et séparer un peu ses constituants pour un peu standardiser un peu ça, la composition, et puis donc éviter de remettre épandre sur la terre un peu des composés un peu qui seraient plutôt néfastes. Donc après ce volet sur un peu les aspects tout ce qui est transition agroécologique,
sur les aspects alimentation, on parle beaucoup de projets alimentaires territoriaux. Est-ce que ça rentre un peu dans cet aspect économie circulaire et en quoi ça peut être des choses intéressantes, ces projets alimentaires territoriaux? Alors oui, les projets alimentaires territoriaux, c'est aussi un sujet à la mode. Donc juste pour rappeler, hein, les projets alimentaires territoriaux, ils visent à relocaliser l'alimentation et à structurer des filières locales durables. Donc ça s'appuie sur plusieurs principes. D'abord, les circuits courts. Donc c'est réduire les intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Donc ça, c'est un premier point important qui permet surtout de mieux rémunérer le producteur. L'approvisionnement local en restauration collective, ça fait partie des projets alimentaires territoriaux, donc pour renforcer en fait les débouchés des agriculteurs, hein, des agriculteurs locaux qui disent peut-être que le truc le plus simple, c'est que les restaurants collectifs, en particulier des écoles, collèges, lycées, etc., ils nous achètent les produits qu'on est en train de produire, donc de l'autre bout de la planète ou de l'autre bout de la... Et puis, c'est aussi le PAT, c'est aussi un soutien aux pratiques agroécologiques, et donc il vise aussi à préserver les sols et la biodiversité. Donc c'est un vrai levier justement pour déployer les circuits courts, favoriser l'alimentation locale, et pour ça, du coup, il y a besoin de soutenir l'installation de nouveaux agriculteurs engagés dans ces démarches avec des financements adaptés, d'encourager aussi les achats groupés et coopératifs pour rendre justement ces circuits courts plus accessibles. Et puis, il faut aussi créer des hubs logistiques locaux, en gros, hein, pour mutualiser le transport et le stockage de ces produits qui sont produits localement et qui sont censés être vendus aussi. Oui, tout à fait. Et c'est là où je voulais en venir un peu. Aujourd'hui, on a tendance à voir ces PAT comme un peu en silo du côté essentiellement producteur ou après consommateur, mais comme tu le mentionnais, il y a tout un peu des intermédiaires qui sont indispensables, comme je veux dire tout ce qui est la mise en marché ou les aspects logistiques. Et ça, c'est en général peu intégré. Est-ce que tu as l'expérience sur ça, un peu des choses que tu pourrais nous dire par rapport à cette approche un peu j'ai employé un mot qui est employé par les chercheurs qui est supply chain, mais que je vais tout de suite remplacer par filière depuis la production jusqu'à la consommation. Alors effectivement, la supply chain, donc la chaîne logistique de l'aliment qui est produit, elle est hyper importante, hein. On a des défis logistiques et organisationnels des circuits courts. D'abord, il y a des difficultés d'acheminement, hein, donc les petits producteurs doivent livrer eux-mêmes leurs produits, ce qui peut prendre du temps et du coup ça augmente le coût. Il y a un premier enjeu logistique à mutualiser, notamment en équipement, et donc si on veut vraiment déployer, il faut accompagner ces agriculteurs là-dedans. Et puis aussi se pose la question des liens entre agriculteurs et restauration collective, donc les cantines, les hôpitaux, les entreprises. Ces cantines, les hôpitaux, les entreprises imposent souvent des cahiers des charges qui sont très rigoureux et qui sont malheureusement difficiles à remplir pour les petits producteurs. Donc développer ces circuits courts, c'est un vrai défi et logistique et organisationnel, et ça demande aussi encore beaucoup de sensibilisation. Ouais. À propos de l'eau, au niveau des stations d'épuration, par exemple, on peut arrêter, bien sûr, des microbes, des protozoaires, enfin des choses comme ça, mais il y a des molécules qu'on n'arrive pas à arrêter, par exemple les médicaments. On prend tous des médicaments en général, et donc ça peut être des antibiotiques, des antidépresseurs, des hormones stéroïdes ou non stéroïdes. Et donc le problème, c'est que tout ça passe dans l'eau et ce n'est pas arrêté. Et on a constaté que, par exemple, avec les hormones stéroïdes, on modifie la reproduction de certains poissons dans certaines rivières, en France et ailleurs. Et puis il y a, certes, c'est beaucoup plus dilué que lorsqu'on prend un médicament, mais il y a l'effet cumul. On en est où au niveau des stations d'épuration pour cela? Est-ce que vous avez des informations pour que l'on soit encore plus protégé, parce que l'eau est un vecteur et très importante. On est à 65% d'eau et c'est un gros problème, l'eau. Oui, effectivement. Donc c'est un défi environnemental, hein. Les stations d'épuration, elles jouent aujourd'hui un rôle dans le traitement des eaux usées, en éliminant une grande partie des polluants avant de rejeter l'eau traitée dans le milieu naturel.
mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les micropolluants. Et ces micropolluants, aujourd'hui, alors vous avez cité, hein, c'est des médicaments et des résidus pharmaceutiques. C'est aussi des pesticides et des herbicides issus de l'agriculture. Ça peut être des perturbateurs endocriniens comme les plastiques, les cosmétiques, les détergents, voire des nanoparticules et des microplastiques qui sont situés dans les textiles synthétiques, dans les emballages plastiques. Donc, sur tous ces éléments-là, aujourd'hui, on a des stations d'épuration qui ont des technologies de plus en plus à la pointe et qui, par des procédures de pré-traitement, permettent d'éliminer les gros déchets comme les plastiques, les sables, les huiles. Des traitements parfois biologiques qui permettent de dégrader la matière organique grâce à des bactéries et des protozoaires, comme vous le soulignez. Mais là, parfois, la clarification des eaux de manière totale, elle est très difficile. Alors, ça nécessite de la filtration, des traitements UV ou chimiques avant le rejet dans l'environnement. Mais ça augmente le coût aussi. Et vu que ça augmente le coût, c'est un vrai souci aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on finit en général nos chroniques, Sébastien, par demander un message éventuellement de notre invité qu'il pourrait adresser à nos auditrices et à nos auditeurs. Peut-être que vous y avez réfléchi. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à nos auditrices et nos auditeurs? C'est que il y a deux messages mais qui sont liés. Le premier, c'est que on dit souvent il faut sauver la planète. J'aime pas cette expression-là. Je préfère l'expression il faut sauver l'homme sur la planète. L'homme avec un grand H. L'Homo sapiens existe depuis quelques dizaines de milliers d'années maintenant. Ok. L'Homo sapiens disparaîtra à cause du changement climatique probablement, et la Terre continuera de vivre quand même, mais sous une autre forme, sans la forme humaine dessus. Donc la question, c'est pas tellement il faut sauver la planète, c'est il faut sauver l'homme sur la planète. Donc comment on fait pour que nous, collectivement, on puisse créer un environnement pour l'homme qui soit encore vivable, et c'est un vrai enjeu. Et pour ça, et c'est le lien avec mon deuxième message, c'est que bien souvent, on a plus peur de changer nos comportements qu'on a peur du changement climatique. En France, en Europe, on est globalement épargné par le changement climatique. Alors certes, dans les Hauts-de-France, là, il y a eu encore des inondations, etc. Mais on est globalement épargné. Donc, vu qu'on n'est pas tellement touché, on se dit que c'est pour les autres et finalement, on s'y intéresse pas et on n'a pas peur du changement climatique. Et on a plutôt peur de changer nos comportements. Donc, changeons nos comportements avant d'avoir vraiment peur et que ça soit trop tard du changement climatique. Merci Sébastien. J'ajouterais seulement, quand vous dites soulever l'homme sur la planète, il est évident, enfin on le sait tous, qu'il s'agit de prendre soin de la biodiversité, puisqu'on dépend de toute la biosphère en général, quoi. Et donc peut-être qu'en conclusion, on peut quand même avoir le mot espoir pour le futur. Il faut aussi vraiment sincèrement à deux choses. Un, on sait s'habituer, on sait changer nos comportements, c'est possible, on l'a fait et on le fait depuis toujours. Donc on a une capacité à s'adapter et à changer nos comportements. Et puis deux, les chercheurs, peu importe les disciplines, en particulier dans les sciences dures, innovent et développent des technologies, des innovations qui nous permettront, j'espère, de résoudre une partie de ces sujets-là. Ouais. Merci beaucoup, professeur Sébastien Bourdin. Eric et moi-même, et puis Pierre-Emmanuel, vous saluons. On a apprécié ces 4 chroniques réalisées avec vous. Et on sera heureux de vous retrouver probablement sur Rennes au mois de novembre. On a retenu ce que dirait Eric. Pour vous retrouver sur Rennes, oui. D'accord. Quand la date sera connue, on la communiquera, mais la date, elle est sur la semaine de la diminution des déchets, mais on avait échangé avec Sébastien, c'est dans le cadre de la Maison de l'Europe, et on avait échangé avec Sébastien en novembre 2024, et donc voilà, on n'a pas encore... D'accord. Donc, ce sera avec la Maison de l'Europe, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Merci. Au revoir, Sébastien. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Free audio post-production by alphonic.com